toutes et à tous, bienvenue dans ce petit déjeuner technique numéro 10. Je suis Morgane Bess, chargée de mission bâtiment durable chez Ecopolis. Et donc ce webinaire est organisé par Ecopolis, le pôle de ressources francilien pour la construction et l'aménagement durable sur le territoire francilien. Donc en quelques mots, avant de démarrer, Ecopolis, c'est une association de loi 1901 qui a pour mission de contribuer au changement des pratiques des professionnels du secteur pour contribuer et tendre vers un monde plus soutenable. Et donc, pour ce faire, on a 4 actions. Donc, informer et animer, qui sont des missions qui vont être valorisées au travers de notre site internet. Donc vous allez pouvoir retrouver des ressources que Ecopolis produit, mais aussi que d'autres partenaires produisent, mais aussi via les différents événements que nous organisons, donc notamment celui qui nous rassemble ce matin. On a aussi une action de formation, puisqu'on est organisme agréé depuis quelques années, et donc on a une offre de formation sur catalogue qui traite de toutes les thématiques de l'environnement. Et enfin, une mission d'accompagnement, donc au travers de différentes démarches. Vous allez avoir 2 démarches globales, qui sont les démarches bâtiment durable francilien et quartier durable francilien, et puis une démarche assez spécifique qui va être la démarche écrin, qui va traiter des sujets de qualité de l'air intérieur. Et donc pour nous suivre et être informé de toutes nos actions, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de vous inscrire à notre newsletter bimensuelle qui propose un condensé des actualités d'Ecopolis, mais aussi du secteur. Et puis enfin, la seconde, c'est aussi d'adhérer à l'association pour vous impliquer dans nos groupes de travail, accéder à notre réseau de professionnels, mais aussi accéder à des tarifs préférentiels, notamment sur les formations et des priorités sur les événements qu'on organise. Donc ce matin, on est réunis pour un petit déjeuner technique qui s'inscrit dans un cycle dédié à la réhabilitation. C'est un cycle qu'on organise chaque année depuis 11 ans. Et donc cette année, le thème, le fil conducteur de ce cycle, c'est l'adaptation de l'existant aux risques naturels liés au changement climatique. Donc il y a d'abord eu un événement inaugural qu'on a organisé le 19 décembre et dont on pourra retrouver le replay très prochainement, normalement la semaine prochaine. Et puis maintenant, on organise un cycle de 3 petits déjeuners techniques qui du coup vont aborder les 3 risques les plus importants sur le territoire francilien, donc le risque inondation, le risque retrait-gonflement des argiles et le risque chaleur. Et donc ce matin, on est réunis pour la thématique de l'inondation. Et donc sont à mes côtés 2 intervenants. Donc d'abord Marin Pugnat, chargé de mission transition écologique à l'Agence parisienne du climat. Bonjour Marin. Bonjour. Et Christian Piel, urbaniste hydrologue et directeur de l'agence Urban Water. Bonjour Christian. Bonjour. Donc dans un premier temps, Marin va nous présenter les conséquences du changement climatique sur le territoire de la métropole du Grand Paris avec un focus inondation. Et puis dans un second temps, Christian nous partagera des retours d'expérience issus d'opérations qui du coup ont mis en place des solutions d'adaptation. Donc, cher public, n'hésitez pas, tout au long des échanges et des interventions, à poser vos questions via le chat. En fait, on a prévu 2 temps de questions-réponses à la suite de chaque intervention. Et donc, on les relaiera aux intervenants. Donc, je vous invite à les rédiger dans le chat. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Marin qui va démarrer les présentations. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Marin Pugnat, je travaille à l'Agence parisienne du climat, une association qui a été fondée par la ville de Paris il y a plus de 10 ans maintenant pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son plan climat. On travaille sur différents sujets et notamment sur le thème de l'adaptation au changement climatique qu'on a beaucoup développé, notamment via le projet Adaptaville qui a été lancé il y a bientôt 3 ans. Qui consiste en une plateforme sur internet, adaptaville.fr, sur laquelle vous pouvez trouver des fiches solutions pour vous aider, que vous soyez une commune, un bailleur, un aménageur, à adapter votre territoire ou votre foncier au changement climatique. Et puis on a également toute une série d'événements qu'on organise, des visites de sites, des webinaires, des ateliers, également des rencontres annuelles
pour aussi faire rencontrer les acteurs et puis discuter des sujets d'adaptation sur la ville dense. On a aussi publié à l'Agence parisienne du climat une brochure issue de notre partenariat avec Météo France qui s'intitule Changement climatique et adaptation sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, qui explore les trois principaux aléas qui touchent le territoire, la chaleur, les inondations et les sécheresses, en mettant à chaque fois en avant les données climatiques, la vulnérabilité du territoire et aussi les principales solutions d'adaptation. Donc l'idée là aujourd'hui c'est de vous faire un focus vraiment sur l'aléa inondation, présenter les différents types d'inondations qui touchent la métropole, puis les conséquences et quelques pistes d'adaptation, et puis Christian en parlera plus en détail des solutions. Mais pour commencer, voilà, expliquer quand même l'effet du changement climatique, où là on va surtout parler donc, des précipitations lorsqu'on parle de l'aléa inondation. Donc là vous avez ici sur le tableau les projections fournies par Météo France pour la métropole parisienne, avec un cumul, on détaille le cumul annuel. Ce qu'on se rend compte sur le cumul annuel, c'est que les tendances ne sont pas claires. On pourrait avoir une légère augmentation de la pluviométrie annuelle, mais en raison de la forte incertitude, on ne peut pas se prononcer en étant sûr à 100% sur une nette augmentation. En revanche, là, on voit des évolutions un peu plus marquées, c'est lorsqu'on s'intéresse aux saisons. Alors en été, il pourrait y avoir une stabilisation ou une baisse des précipitations, mais en hiver, là par contre, l'ensemble des modèles conclut à une hausse des précipitations qui, à mesure que le changement climatique sera important, cette hausse sera aussi plus importante. Donc ça c'est important pour les inondations, j'y reviendrai par la suite, notamment pour les débordements des cours d'eau qui se produisent souvent en hiver en raison d'un cumul de précipitations. Également, ce qu'on remarque quand on s'intéresse à l'évolution du climat futur, c'est une augmentation et une intensification des fortes pluies et des orages violents. C'est-à-dire on pourrait avoir moins d'épisodes pluvieux, mais d'épisodes qui seront plus intenses, là encore, qui aggraveraient le risque d'inondation. Je reviendrai par la suite. Donc en Ile-de-France, on a trois types d'inondations. Les inondations par ruissellement, les inondations par débordement de cours d'eau et les inondations par remontée de nappe. Et l'idée, c'est de cette présentation un petit peu faire un point sur chacun de ces types. Sachant que le quatrième type d'inondation est la submersion marine, mais on n'est évidemment pas touché sur notre territoire. Donc d'abord le ruissellement, donc de quoi est-ce que l'on parle? Ce sont des inondations qui sont liées à souvent des pluies violentes, des orages intenses. Le plus courant, ça se produit en été, et en fait le sol n'est pas capable d'absorber cette quantité d'eau qui arrive, et l'eau donc au lieu de s'infiltrer dans le sol va ruisseler en surface. On peut avoir aussi un autre cas de figure qui est un peu moins courant mais qui peut se produire, là c'est plutôt en hiver. C'est si vous avez une accumulation des précipitations qui va en fait gorger le sol en eau, complètement saturer le sol. Là, à nouveau, il ne pourra plus infiltrer et l'eau va finir par ruisseler sur le sol. Et un facteur aggravant, j'y reviendrai juste après, c'est l'imperméabilité des sols. Lorsqu'on est dans une zone urbaine dense avec des sols très imperméables, on est plus vulnérable à ce phénomène. Les spécificités de ces inondations, ce qui les rend d'ailleurs d'autant plus dangereux, c'est que c'est des épisodes qui sont brefs et soudains, face auxquels on a très peu de temps pour réagir. C'est aussi des épisodes qui sont très localisés. Ils peuvent se produire presque partout. On a des zones qui peuvent être plus ou moins sensibles, mais à peu près tout le territoire est potentiellement sensible aux inondations par ruissellement. Et elles sont aussi, pour toutes ces raisons, difficiles à anticiper. Pourquoi est-ce que j'en parle en premier? C'est parce que c'est le principal risque d'inondation en Ile-de-France, et particulièrement sur la métropole du Grand Paris. Ça, c'est ces statistiques qui sont fournies par l'Institut Paris Région, qui a recensé 88% des arrêtés de catastrophes naturelles et d'inondation qui étaient liés au ruissellement en Ile-de-France sur les 40 dernières années. Et 50% de ces arrêtés-là concernent la métropole parisienne. Vous avez aussi le nord-est de Seine-et-Marne qui est touché. Vous savez ici sur la carte, voilà, plus les couleurs sont foncées, plus la commune a connu d'arrêtés catastrophes naturelles par ruissellement. Et donc vous voyez que c'est assez concentré sur le centre de la région, donc la métropole parisienne. Mais ce que dit aussi la super-région, c'est que toutes les communes sont potentiellement exposées. Et donc pourquoi la métropole parisienne? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est un territoire fortement imperméabilisé. Si on prend juste la ville de Paris, vous avez 70% des sols qui sont complètement étanches à l'eau. Et il y a aussi un autre facteur qui est la gestion des eaux pluviales, qui se fait en fait dans le réseau d'assainissement à Paris et sur tout l'ancien département de la Seine. Est unitaire, c'est-à-dire que les eaux pluviales et les eaux d'assainissement sont gérées par le même réseau. Donc lorsque l'eau ruisselle dans les trottoirs vers les bouches d'égout, elle va rejoindre les eaux usées.
Le souci étant que lorsque vous regardez le débit sortant de ce réseau d'assainissement à Paris, en moyenne, il est autour de 10 mètres cubes par seconde, mais lorsque vous avez un orage violent, il peut être multiplié par 10 et le réseau n'a pas été dimensionné pour gérer de telles quantités d'eau, de tels débits. Et qu'est-ce que ça implique pour les réseaux? En fait, ils sont sur le principe du déversoir d'orage. Lorsque le niveau dans le dos, dans les réseaux d'assainissement est trop haut, et ben le surplus en fait est reversé directement dans le milieu naturel, donc à Paris, dans la Seine. Et on parle bien d'une eau usée, donc avec une pollution du milieu naturel engendrée. À Paris, c'est entre 1 et 3 millions de cubes par an qui sont déversés. Un chiffre qui est quand même en nette diminution avec des efforts qui ont été faits pour gérer alternativement ces eaux pluviales. Et une des conséquences directes qu'on a pu voir l'été dernier, d'ailleurs, bah, vous savez sans doute, mais les Jeux Olympiques prévoient certaines épreuves de natation dans la Seine. Et les tests qui avaient été effectués l'été dernier, certains n'ont pas pu se faire parce qu'il y a eu des orages justement qui se sont produits quelques jours avant. Et donc la Seine est devenue trop polluée pour pouvoir y nager. Les conséquences d'inondation par ruissellement, alors pour les personnes, elles sont particulières, comme je l'ai dit précédemment, en raison de l'effet de surprise, donc des personnes qui peuvent être piégées et donc des conséquences potentiellement létales. Ça va notamment être l'exposition aux objets flottants, aux véhicules notamment, également aux produits qui sont charriés par les eaux. Et puis aussi les risques sanitaires, évidemment, si vous avez les eaux du réseau d'assainissement qui sont déversées, charriées en surface, elles peuvent être porteuses de maladies. Pour les activités économiques, alors pour les bâtiments évidemment, il y a un risque d'infiltration dans les sous-sols et au rez-de-chaussée. Les véhicules, j'en ai parlé. Sur les réseaux routiers et ferroviaires peuvent être tout simplement coupés. Il peut aussi y avoir une dégradation des réseaux énergétiques en cas d'inondation très importante et une dégradation des infrastructures. Et puis pour l'environnement, les pollutions qui vont être charriées par les eaux, c'est aussi le cas en milieu rural où là on peut aussi avoir des traînées de boue qui vont avoir des effets d'autant plus importants. Et globalement, pour gérer le risque, la stratégie, ça va être d'essayer de favoriser l'infiltration à la parcelle et de ralentir le ruissellement en mettant en œuvre des matériaux perméables, en renaturant là où c'est possible, en redonnant de la pleine terre qui va permettre d'infiltrer le plus possible l'eau. On a une stratégie sur la métropole du Grand Paris notamment de rouvrir des cours d'eau vers lesquels vont pouvoir ruisseler les eaux de pluie. On va essayer aussi de diriger l'eau vers des espaces verts, donc des fosses, des noues, des jardins de pluie. Lorsqu'on parle du bâtiment, les bâtiments ont aussi un rôle à jouer, notamment avec la végétalisation des toitures, qui vont agir comme zone tampon en cas de forte pluie. Et également, ça je pense qu'on y reviendra plutôt en deuxième partie, mais ça implique aussi de repenser l'occupation du territoire et aussi d'adapter le bâti. C'est si vous êtes dans une zone qui est particulièrement sensible aux inondations par ruissellement, ça implique de prendre des mesures pour protéger votre bâtiment et éviter de mettre les infrastructures sensibles dans les bas étages. Et puis anticiper la gestion de crise, comme c'est des inondations face à lesquelles on a très peu de temps de réagir, il faut savoir quoi faire quand elles se proviennent. Donc je ne vais pas détailler ces solutions, mais c'est pour donner quelques exemples de ce qu'on peut trouver sur notre plateforme Adaptaville, avec beaucoup de solutions justement qui visent à gérer les eaux pluviales alternativement. Donc ici des exemples de noues et de jardins de pluie. Ici un déversoir planté de roseaux dans le bois de Boulogne. Des revêtements perméables. Vous avez ici à droite des revêtements alvéolaires par exemple. Pour les toitures végétalisées, vous avez différents types. Ici c'est avec des modules de récupération d'eau de pluie. Et pour la revêture du cours d'eau, vous avez l'exemple de la Bièvre par exemple, qui a été ouverte récemment à Arcueil. Donc voilà pour ce premier type d'inondation. Le deuxième, qui est peut-être le plus connu, celui qui vient en tête lorsqu'on parle d'inondation à Paris, c'est les débordements des cours d'eau, notamment suite à des crues. Voilà, donc pour bien expliquer de quoi l'on parle, un cours d'eau va évidemment varier de niveau au cours de l'année. À l'été, on va parler d'étiage, lorsqu'il est à son niveau le plus bas. Et lorsque son niveau augmente, on va parler de crue. Donc une crue, c'est pas forcément un débordement, ça désigne l'augmentation du niveau du cours d'eau. Et au fait, on va parler de débordement, d'inondation, lorsqu'il a quitté son lit mineur vers son lit majeur. Et voilà, à ce moment-là, on va parler d'inondation, et c'est là où on a les conséquences assez sérieuses. Donc il y a différents types de crues. Vous avez les crues lentes qui vont toucher les gros cours d'eau, donc la Seine notamment. Ça va être plutôt des montées lentes, mais avec un temps de submersion long et des crues lentes. Pour les petits affluents, là, ça a été des crues plus rapides, mais aussi un temps de submersion moins long.
donc voilà. On vous a aussi sans doute entendu parler des concepts de crue décennale et centennale. Alors petit rappel, hein, si c'est pas clair, une crue tensionnelle, ça ne veut pas dire qu'elle arrive une fois tous les 10 ans, mais que chaque année, elle a une chance sur 10 de se produire. Pareil, une crue centennale, chaque année, une chance sur 100 de se produire. La dernière étant en 1910. Donc contrairement aux inondations par ruissellement, là elles sont beaucoup plus localisées. Voilà, c'est la carte de la Dryade qui montre les territoires qui sont à risque important d'inondation en Ile-de-France. Si vous allez aussi sur le site de l'Institut par région, vous avez une carte interactive sur laquelle vous pouvez jouer avec l'augmentation du niveau des fleuves pour voir les zones qui seraient potentiellement inondées. Donc c'est plus facile de savoir si on est sujet à ce risque. Et lorsqu'on parle des conséquences, donc à l'inverse des inondations par ruissellement, là on a le temps de les voir venir. Donc il y a assez peu de conséquences létales lorsqu'il y a un plan de crise qui est mis en place parce que les populations ont souvent le temps, lorsqu'on parle des crues lentes, de quitter les lieux. En revanche, parce que le temps de submersion va être très long, on a des effets systémiques qui parfois peuvent durer pendant plusieurs années. Donc juste si on regarde le périmètre de la métropole du Grand Paris, il y a quand même 10% de la population qui serait touchée par une crue centennale et 672 000 emplois affectés. Donc, les effets d'une crue centennale, pour les autres transports, qu'ils soient souterrains ou en surface, la ville de Paris estime qu'il faudrait 5 ans pour un retour à la normale si on ne prend pas les dispositions nécessaires. Pour le réseau électrique aussi, elle pourrait être mise en service, et d'ailleurs pas seulement dans les zones inondées. Enedis peut couper l'ensemble du réseau pour favoriser le retour à la normale. Donc même si vous n'êtes pas en zone inondable, vous pourriez subir ces coupures de courant. Vous avez aussi une dégradation à nouveau qui peut durer dans le temps des réseaux de télécommunications, de chauffage urbain, aussi du réseau d'assainissement avec l'inondation de centres d'épuration, le traitement des déchets qui va être perturbé. Sur les dégâts économiques, là aussi, il va être très important. Il y a une étude de l'OCDE qui estime, c'est une grosse fourchette, mais entre 3 et 30 milliards d'euros de dégâts sur l'Île-de-France si une crue centennale se produisait. Et puis aussi, lorsqu'on parle de Paris, Paris concentre énormément de centres très importants pour le pouvoir, pour l'administration de notre pays. Beaucoup de ministères sont en zone inondable. Donc vous avez un impact potentiel sur le fonctionnement de l'État et des collectivités territoriales. Et pour le bâtiment, ils vont être touchés d'abord indirectement par la rupture d'approvisionnement énergétique, notamment si vous êtes... Alors le gaz est un peu moins touché, mais si vous êtes dépendant de l'électricité, et encore une fois, même si vous n'êtes pas encore inondable, c'est un risque à anticiper. Alors évidemment, une entrée d'eau dans les bas étages. Et puis aussi, alors ça va dépendre de la géologie, mais si vous êtes dans une zone avec du gypse antéludien, en cas d'inondation importante, ils peuvent se dissoudre et provoquer des affaissements. Donc c'est aussi quelque chose à anticiper lorsqu'on veut diagnostiquer la sensibilité de son bâtiment au risque d'inondation. Et donc y faire face, une stratégie, ça va être de réguler déjà le niveau des fleuves pour éviter qu'ils ne s'élèvent trop. C'est le principe des 4 lacs réservoirs qu'on a dans le bassin de la Seine, un 5e est en construction. L'idée c'est que en cas de crue, ces lacs se remplissent, mais aussi lorsque le fleuve est à l'étiage, en cas de sécheresse, on reverse le surplus dans le fleuve pour augmenter le cours d'eau. Même si ça ne suffit pas évidemment pour empêcher les crues centennales de faire déborder les fleuves. On va aussi vouloir redonner un peu de la place là où c'est possible aux fleuves pour déborder, en renaturant les berges notamment. C'est ce qu'on appelle la gestion des zones d'expansion des crues, pour éviter qu'ils ne débordent là où on n'a pas envie qu'ils débordent. Ensuite, on va mettre en place des protections anti-crues, parce que voilà, parfois les débordements sont inévitables. Là, vous avez ici en photo des protections amovibles sur une station de métro mise en place par la RATP. Vous avez aussi des solutions pérennes comme les digues ou les murettes le long de la Seine. Et puis évidemment, anticiper les crises, savoir quoi faire. Donc vous avez déjà, sur le plan de l'urbanisme, éviter de construire en zone inondable, et aussi anticiper dans la construction des bâtiments ce risque pour que les bâtiments soient résilients. Là, c'est le principe du plan de prévention des risques d'inondation. Également tout un enjeu d'acculturation, d'information, de prévention. Là notamment on peut citer Epicène, où j'ai repris d'ailleurs pas mal de leur chemin pour cette présentation, qui fait tout ce travail auprès des citoyens et des entreprises pour informer sur notamment les bons gestes à adopter en cas d'inondation. Et puis qu'on soit une collectivité ou un gestionnaire de bâtiment, il faut aussi avoir un plan de gestion de crise pour savoir quoi faire lorsqu'une inondation par débordement se provient.
Et le dernier type d'inondation que je voulais vous parler, qui est assez lié aux crues, ce sont les inondations par remontée de nappe. Alors c'est peut-être le moins connu des trois. En fait, ici, le débordement ne provient pas directement du débordement des cours d'eau, mais des nappes. J'explique un peu plus en détail juste après. Mais l'idée, voilà, c'est sous l'effet d'une crue, la nappe va être saturée en eau et va pouvoir s'infiltrer en sous-sol. Vous avez ce schéma qui explique ça. Alors ici, c'est un sous-sol qu'on retrouve notamment à Paris, dans le Marais particulièrement, voilà, qu'on peut retrouver. Alors, donc les inondations de nappe ne vont pas toucher tout le territoire, mais si vous avez cette configuration, vous pouvez y être sensible. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce schéma, la zone en bleu-vert, ce sont les alluvions modernes qui sont une couche imperméable, mais qui sépare deux couches perméables, les remblais au-dessus et les alluvions anciennes en dessous. En fait, il y a deux types de remontées de nappe d'inondation par remontée de nappe. La première, c'est ce qu'on appelle l'arrivée d'eau horizontale. En fait, l'eau va s'infiltrer à travers les murs qui encadrent la Seine vers les remblais et inonder donc horizontalement les caves et les rez-de-chaussée. Ça a surtout touché les bâtiments qui vont être à proximité des cours d'eau. Donc là, si vous regardez le bâtiment de gauche, ça va être son rez-de-chaussée et son premier sous-sol. Et la deuxième inondation par remontée de nappe qu'on voit, c'est plutôt l'arrivée d'eau verticale. En fait, l'eau va circuler à travers ces alluvions anciennes que vous voyez, va circuler ensuite verticalement et remonter sur les bâtiments qui ont des sous-sols assez profonds. Ici, vous voyez donc le bâtiment à gauche, ça va être plutôt son troisième sous-sol, qui sont au-delà des alluvions modernes vers ces alluvions anciennes. Ça, c'est particulièrement dangereux parce que ça peut toucher les bâtiments plusieurs jours après une crue et aussi des bâtiments qui vont être assez éloignés des cours d'eau. Donc voilà, à nouveau intéressant de se demander est-ce qu'on est sensible à ces notions par remontée de nappe, et notamment parce qu'on a plusieurs conséquences pour les réseaux qui sont en sous-sol, pour des infiltrations dans les bâtiments. On recommande, si vous êtes sensible aux remontées de nappe, d'éviter, donc même si avoir des éléments importants de vos bâtiments dans les bas sous-sols. Et puis on a aussi les réseaux de transport souterrains qui sont touchés, notamment le métro. Et pour y faire face, comme je l'ai dit, adapter le bâti, donc en évitant de concentrer les éléments stratégiques en sous-sol. Aussi, il y a des clapets anti-retour, par exemple, qui existent pour éviter l'infiltration. Et puis, lorsque ça arrive, il s'agit de mener des opérations de pompage. Donc voilà pour ces trois risques, trois principaux risques inondations qu'on peut trouver sur notre territoire. Très bien, merci beaucoup Marin. Donc on va avoir quelques toutes petites minutes pour échanger, enfin faire des questions-réponses, donc n'hésitez pas à continuer de les poser dans le chat. Donc on a une question sur donc vous nous avez présenté les trois différents risques, types d'inondation. Est-ce que ces types d'inondations peuvent arriver en même temps ou est-ce que c'est plutôt des choses qui vont arriver les unes après les autres? Est-ce qu'il peut y avoir des effets un peu en cascade en fonction de l'intensité Ouais. des précipitations? Alors oui, tout à fait, ça peut en effet arriver en cascade. C'est vrai que d'ailleurs le GIEC va développer cette idée de risque combiné, d'aléas combinés. Et c'est vrai qu'on peut l'avoir en cas de forte pluie ici. Alors notamment les crues et les remontées de nappe enfin les inondations par débordement et par remontée de nappe qui sont assez liées. C'est en effet, on peut avoir, au cas de débordement, des dégâts dans un premier temps qui sont faits parce que le fleuve a directement débordé. Et quelques jours après, rebelote, mais cette fois par les sous-sols avec la remontée de nappe. Et en effet, c'est quelque chose à savoir, c'est que c'est pas parce c'est pas parce qu'un fleuve est en décrue que les problèmes sont terminés, parce qu'on peut en effet avoir cette deuxième vague qui est la remontée de nappe. Et aussi, alors les causes entre ruissellement et débordement sont un petit peu différentes, parce que ruissellement c'est principalement des pluies intenses, alors qu'on est plus sur une accumulation pour les crues. Mais comme j'ai dit précédemment, on peut aussi avoir un ruissellement qui est lié à une accumulation de l'eau dans le sol qui fait qu'il ne va plus pouvoir s'infiltrer. Et ce qui se produit en hiver, là on a des crues, et donc on peut quand même avoir ces inondations par ruissellement et des inondations par débordement des cours d'eau. Après, les ruissellements se produisent plutôt en été, et en été on n'a pas vraiment d'inondation par mais tout à fait, on peut avoir des effets en cascade. Ok, très
très bien, merci. Et une deuxième question. Donc, avec le retrait progressif du trait de côte, une partie du littoral français ne sera pas soumise à... Est-ce qu'une partie du littoral français ne sera pas soumise à terme au risque de submersion marine? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a orienté notre intervention plutôt sur le territoire francilien, parce que c'est le territoire sur lequel intervient Ecopolis, mais vous pouvez peut-être quand même dire un mot sur Oui, ce sujet. bah, très clairement, notamment le bassin d'Arcachon, c'est plutôt la côte atlantique, et sera sensible aux inondations par submersion marine. Après, il y a de l'exocation qui existe, hein, il y a des cartes qui permettent de voir assez bien, selon le niveau d'élévation globale du niveau de la mer, les zones de France qui seraient potentiellement submergées. Alors, à moins d'une montée du niveau de incroyable, l'Île-de-France est a priori c'est tranquille à ce niveau-là. Mais en effet, c'est pas le cas de tout le territoire français, loin de là. Ok, très bien, merci. Et ben, je vous propose de poursuivre les présentations, et donc je vais passer la parole à Christian Piel. Voilà, bonjour à tous. Alors peut-être en introduction, quand même, on voit bien là, suite à cet exposé que ce sont des phénomènes naturels, donc très liés à la géographie. Et longtemps, on a un peu cherché à se battre contre ces phénomènes en mettant des digues, en mettant des pompes, enfin, en artificialisant beaucoup le territoire. Et on s'est aperçu petit à petit que ça ne suffisait pas. En l'occurrence, on voit que les politiques mises en œuvre, aujourd'hui, ça n'est plus de rajouter des digues, mais c'est plutôt de construire des espaces urbains qui vont être résilients. Et pour prévenir les inondations, par ruissellement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, au début, on avait mis des gros bassins de rétention avec des pompes, des tuyaux, des choses comme ça. Et petit à petit, on s'est dit non, il faut plutôt qu'on prône ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. En réalité, donc les solutions qui sont fondées sur la géographie, quoi. Essayer de s'inscrire dans la géographie pour laisser de la place à l'eau. Voilà, c'est un peu cette approche qu'on a aujourd'hui. Et là, le sujet, c'est comment on travaille sur l'existant. Mais l'existant, lui, il n'a pas forcément pris en compte cette géographie. Voilà. Et donc, la difficulté, c'est comment on peut avoir une approche qui est celle de la géographie et de la nature sur un tissu qui, lui, est plutôt le fruit d'une logique d'artificialisation, quoi. Voilà, donc les exemples que je vais montrer, c'est souvent c'est donc de l'existant, et voir comment, par rapport à cet existant, on peut néanmoins avoir cette approche plus, C'est vers le haut. alors, vous, c'est dans l'autre sens. D'accord, ok, très bien. Voilà. Alors, là, je commence par cette image qui est un peu effrayante, mais ça traduit bien ce qui se passe. Je vais mettre quand même mon chronomètre parce que, comme je suis très bavard, je pourrais. Voilà. Où c'est un bassin de rétention qui a été fait dans les années 60 à Clichy-sous-Bois, et en fait qui est dans un cœur de cité, mais qu'on avait clôturé. Et donc à un moment on s'est dit c'est pas possible, tous les enfants viennent jouer, ouais, là on voit un terrain de tennis, hein, ça se voit pas mais voilà. Donc on a réaménagé ce bassin, et alors j'ai des problèmes avec la souris, on en a fait un terrain de sport. Voilà. Donc c'est une façon de passer d'une approche très artificielle en faisant des gros bassins de rétention en béton monofonctionnels à des ouvrages qui vont être plus intégrés dans la ville et qui vont pouvoir avoir une fonction urbaine, comme ici là, des terrains de sport, et une fonction, voilà, et une fonction sportive ou ludique. Bon, c'est des ouvrages, enfin ces images, elles datent, elles ont une vingtaine d'années, mais c'est à partir de ce moment-là, on va dire, où il y a eu cette évolution, ce travail de recherche. Donc là, on a un ancien bassin de rétention qui a été aménagé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà comment ça fonctionne. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'était son aménagement. Ça c'est quand il est plein, quand la population s'est appropriée artistiquement son espace. Voilà, là pareil, et là quand c'est plein. Ça c'est un autre exemple qui date aussi, où là on est uniquement sur la logique de prévention des inondations par ruissellement. Donc il faut faire des dispositifs de rétention, donc des bassins de rétention. Et petit à petit on s'est dit mais finalement ces bassins de rétention, il faut qu'ils aient aussi une autre fonction, ou en tout cas on peut les intégrer dans le tissu urbain. Donc là c'est un
c'est à Villemomble, qui s'est densifié. Comme ça s'est densifié avec la loi sur l'eau, il a fallu faire des bassins de rétention pour compenser l'impact de l'urbanisation sur le ruissellement. C'est un peu compliqué, mais... Et donc on s'est dit, mais on va travailler sur l'existant, on va travailler sur un parc qui existait déjà, et on va juste remodeler sa topographie pour faire en sorte que lorsqu'il pleut, eh bien l'eau occupe juste une part. Puis vraiment là pour la pluie 10 ans, hein, on a parlé de la fréquence 10 ans, où est-ce que ce serait inondé, quoi. Et donc là voilà, ça c'est un dispositif de rétention des eaux pluviales. Donc on est dans un quartier, certes c'était construit autour, mais on vient travailler sur l'existant, remodeler l'existant. Alors c'est assez fin, et c'est un petit peu de la microtopographie. C'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, c'est la topographie assez fine, un nivellement assez fin qui va permettre de venir canaliser les eaux de pluie et faire en sorte qu'elles n'aillent pas inonder ailleurs. Là, c'est la même chose, c'est à Saint-Denis. C'est pareil, ce sont des vieux ouvrages, mais c'est quand même intéressant parce que ça explique bien la chose. Ici, il y a deux approches différentes. Il y a une première approche, enfin non, c'est un quartier social, voilà, qui a été construit dans les années 70. Il a été construit là parce que c'était des terrains pas chers. Pourquoi c'était des terrains pas chers? Parce qu'en fait, c'était inondable. Dès qu'il pleut, ils sont inondés. Ils sont inondés par quoi? Ils sont inondés par le ruissellement. Mais aussi, ils sont inondés par un cours d'eau qui s'appelle la Vieille Mer, qui traverse la cité, enfin, la Vieille Mer a été canalisée. Mais dès qu'il pleut, ben, son niveau monte et elle vient inonder le quartier. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est plutôt que de mettre des digues, des choses comme ça, on a remonté tous les espaces. Là, c'est un terrain de sport, on voit pas bien. On a remonté tous les espaces qui avaient des usages urbains, comme les terrains de sport, comme les axes de circulation, etc. On les a mis hors d'eau. Et puis, on a décaissé, en revanche, tout un tas d'espaces, des espaces verts, de façon à ce que lorsque le cours d'eau se met en charge, déborde dans son lit majeur, comme on l'a vu tout à l'heure, ou lorsqu'il pleut beaucoup. Là, en l'occurrence, c'est associé parce que c'est un petit bassin, c'était bien indiqué dans le précédent exposé. Bref, le cours d'eau déborde quasiment en même temps qu'il pleut. Voilà, on a fait donc des espaces qui sont inondables avec des passerelles pour que la population se mesure bien et ait l'esprit que ça peut s'inonder. Et puis, dès que c'est des espaces inondables, on a mis des bosses. On ne voit pas forcément, puis peut-être en s'approchant, on voit qu'il y a des reliefs. Voilà, c'est une façon de montrer à la population, parce qu'il y a plusieurs bassins comme ça dans la cité, que lorsqu'il y a des bosses et une passerelle, ce sont des dispositifs d'intégration de l'eau. Voilà. Voilà. Et voilà comment ça fonctionne. Voilà, quand il pleut, ça monte tout doucement. Et puis à la fin de la pluie, ça redescend tout doucement. Et voilà, c'est un espace qui est intégré, tout ça voilà, ça c'est un deuxième ouvrage, dans la même cité. Tout ça, c'est dans le paysage du quartier. Et on voit à chaque fois ces éléments de vocabulaire, les bosses et les passerelles, pour que la population se souvienne de la fonction aussi hydrologique de l'espace. L'autre approche, enfin c'est pas que ça, donc l'autre approche petit à petit, c'est de se dire effectivement, il y a une partie des inondations qui est liée à l'impossibilité d'infiltrer les eaux. Donc il y a toute une politique qui a initié d'ailleurs la ville de Paris, qui est de faire la ville éponge et de dire mais il faut désimperméabiliser partout. Donc aujourd'hui il y a tout un travail qui est fait, porté par les agences de l'eau, très bien financé par les agences de l'eau, pour ceux que ça intéresse. Et là, c'est un exemple dans un petit village pas très loin de Paris, où on a désimperméabilisé complètement le parvis. C'est pour illustrer comme quoi, même politiquement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez porté, et ça va plutôt dans le bon sens. Autre approche, donc, c'est sur l'existant, c'est de supprimer les bordures. Il y a 20-30 ans, on mettait des bordures pour que l'eau des parkings n'aille pas dans les espaces verts. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On va scier les bordures pour que l'eau aille dans le sol et puisse s'infiltrer. Bon, en réalité, ça va surtout jouer pour les petites pluies quand même. Pour les pluies exceptionnelles, l'impact peut être assez limité. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que l'eau qui va venir s'infiltrer ici, elle est abordée comme un risque, mais en réalité, elle va se traduire d'un coup en ressource. Elle va venir hydrater les espaces verts. Et donc, ces espaces verts vont pouvoir être beaucoup plus verts et beaucoup plus
comment dire, déjà jolis, mais surtout ils vont plus évapotranspirer, donc ils vont participer de la fraîcheur, et c'est un vrai intérêt en termes de rafraîchissement urbain. Je sais que c'est un autre petit déjeuner technique, mais c'est très lié en fait. La gestion de l'eau dans la ville, elle peut avoir un lien très fort. C'est un outil essentiel pour rafraîchir la ville. Voilà, ça c'est sur des bâtiments existants. Oui, tout à l'heure j'ai oublié de parler de choses, mais c'est pas grave. Voilà, bâtiments existants, ça c'est à Bruxelles, donc c'est pas tout à fait dans l'Île-de-France, mais c'est pas si loin que ça. Ou sur un tissu industriel, il y a eu un travail assez fin pour rendre ce quartier un peu spongieux. Donc il y a sur les toitures, alors c'est les toitures anciennes, donc on n'avait pas la possibilité de mettre des épaisseurs de terre très importantes, mais néanmoins ça joue quand même. Et puis on a gratté un peu partout pour pouvoir faire en sorte que l'eau, lorsqu'elle ruisselle, elle trouve un exutoire naturel et non pas dans les réseaux. Voilà, et ça se traduit un petit peu partout dans ce quartier où on a comme ça gratté, enlevé les revêtements et fait des choses plutôt jolies. Donc, alors c'est pas nous, c'est AAC. Et voilà, c'est un exemple, je trouve, c'est un bon exemple sur de l'existant, comment on peut revoir la chose, réinterroger l'espace et le rendre beaucoup plus poreux. Voilà quelques images. Ici, ça c'est Wagon Landscaping, qui est une agence de paysages marseillaise et aujourd'hui également parisienne, qui à Aubervilliers, pour désimperméabiliser, a simplement décroûté le parking et puis a mis peut-être quelques graines et ça en fait un bel espace très vert. Et là encore, en termes donc de gestion des eaux pluviales, ça s'infiltre. Donc tout ce qui s'infiltre ne ruisselle pas, donc ne va pas générer d'infiltration, d'inondation. Et en plus, c'est plutôt sympathique en termes de nature et en termes de rafraîchissement urbain, c'est essentiel. Si bien que ce qui est intéressant avec ça, j'en parle parce que voilà, cette désimperméabilisation des sols sur de l'existant, ça oblige à réfléchir sur l'usage des sols. Donc là, on dépasse un peu la gestion des eaux pluviales. En tout cas, c'est la gestion des eaux pluviales qui vient impacter encore plus la ville. Et là encore, c'est la ville de Paris qui a pas mal avancé là-dessus, qui est de dire, voilà, on va tout désimperméabiliser, dont les cours d'école. Ce qui est intéressant, c'est qu'en désimperméabilisant les cours d'école, ça oblige à réfléchir sur à quoi sert une cour d'école. Et on s'aperçoit, entre autres, que par exemple, les terrains de foot occupent une grande partie des cours d'école, et que c'est essentiellement occupé par les garçons. Donc, si on veut désimperméabiliser ces cours, il faut revoir aussi comment on se partage la cour. Enfin bref, à travers la gestion des eaux pluviales, c'est un peu curieux à dire, ça permet de réfléchir à tout un tas d'autres sujets. Et donc, c'est un soutien pour faire avancer aussi la ville, quoi. Voilà, ça va beaucoup plus loin que la gestion purement technique. Et c'est ça tout l'intérêt de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Et ça, c'est sur de l'existant. Donc, voilà, c'est pas parce que c'est un vieux tissu qu'en fait on ne peut pas réfléchir et rentrer et répondre à des enjeux. Je ne vais pas tout détailler, mais voilà, c'est une façon là c'est en chantier, de remettre de la nature dans la ville aussi. Donc on aborde ce matin la gestion des eaux à travers le risque, mais en réalité, dès lors que on l'intègre assez finement comme ça dans la ville, la gestion de l'eau, c'est plus forcément le risque, c'est aussi de la ressource, quoi. Et c'est cet enjeu, je crois que c'est même le message qu'il faut faire passer. Certes, c'est le risque, mais en réalité, c'est aussi une opportunité d'améliorer considérablement la ville. On a parlé de ville spongieuse, c'est ça, quoi. Le fait d'avoir une ville spongieuse, certes, elle est plus sûre, mais elle est surtout beaucoup plus agréable à vivre et beaucoup plus adaptée au changement climatique en cours. C'est pareil, c'est à Bruxelles, on travaille beaucoup à Bruxelles, mais c'est la même chose. C'est un quartier donc très existant, hein, ça c'est sûr, sur lequel on nous a demandé de complètement désimperméabiliser. Donc on a ce projet là qui est en cours, où on a déconnecté tous les bâtiments. Hein, ça veut dire que toutes les descentes d'eau ne vont plus dans les réseaux, mais sont rejetées à ciel ouvert, vont rejoindre un espace qui est un espace de jeu, et puis les eaux vont s'infiltrer. Et en cas de très grosse pluie, les eaux vont monter dans l'espace. Mais effectivement, ça se produit extrêmement rarement, et ça se produit quand il pleut très fort, quoi. Donc les enfants ne sont pas dans les espaces, et voilà, donc ces dispositifs de rétention peuvent très bien avoir des usages de parc, même presque enfin, on l'a déjà fait d'ailleurs, ça peut être des cours de crèche
c'est tout à fait possible, quoi. Encore une fois, là, pas pour l'infiltration des eaux, mais pour les pluies très exceptionnelles, on peut adapter n'importe quel lieu. Ce qui implique d'avoir, quand même, c'est un travail de topographie assez fin, ce qui veut dire qu'en réalité, ça va être pas forcément les personnes, les techniciens de l'assainissement qui vont pouvoir répondre à ces enjeux de prévention des inondations. Ça va être plus les urbanistes, les paysagistes, les architectes, etc., etc. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment à tous les acteurs de la ville de participer à cette prévention des inondations. Et si ils s'y associent, eh bien, ça donne ce type d'espace beaucoup plus intéressant, urbanement parlant. Là, là encore, c'est Bruxelles, mais c'est pas grave. C'était des parkings avant, il y a eu tout un tas de parkings, de décharges, des choses comme ça. Et on nous a demandé d'en faire un mail. Donc on a fait ce mail, donc on a désimperméabilisé un peu les sols, et puis on a fait ces espaces verts, et puis on a fait des petites noues comme on voit ici. Voilà, ça c'est... Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on s'est dit, puisqu'on va avoir de l'eau pluviale qu'on va infiltrer, puisqu'on va gérer les pluies exceptionnelles, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour faire des îlots de fraîcheur? Donc on a fait des îlots de fraîcheur, on voit pas, alors je crois qu'on ne voit pas ma flèche sur sur l'écran, mais c'est pas grave. Voilà, on a fait des îlots de fraîcheur. Donc ça, c'est quelques images où on a mis beaucoup de verre, donc effectivement c'est beaucoup plus frais. Là, c'est les petites noues qui vont venir gérer les pluies exceptionnelles. Voilà, là aussi, donc c'est intéressant. Et en termes de paysage, c'est intéressant parce qu'on a complètement désimperméabilisé les sols. Et puis on a fait ça, c'est donc des îlots de fraîcheur. L'idée, c'est que, puisque toutes les eaux viennent là, elles vont s'infiltrer, elles vont faire pousser la végétation, et cette végétation va évapotranspirer l'été, et donc rafraîchir l'environnement. Sauf qu'en réalité, la difficulté, c'est qu'il ne pleut pas forcément l'été, et donc cette végétation qui est effectivement très, très rafraîchissante, elle risque, en période de canicule, de ne pas être performante et de ne pas rafraîchir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on infiltre toutes ces eaux, toute l'année, on force l'infiltration, si bien qu'on recharge la nappe, et avec une petite éolienne, en fait, avec ce qui devait être une petite éolienne, l'été, on vient repomper un tout petit peu dans la nappe pour hydrater la végétation et pour activer cette fraîcheur. Donc vous voyez, on a bien un dispositif de rétention, comme on a vu depuis tout à l'heure, mais on le pousse à être un peu plus actif. Et ça, là encore, dans un tissu existant. Donc vraiment, cet aspect de notion de l'existant, il ne faut pas hésiter à la réinterroger parce qu'on peut faire plein de choses encore, quoi. Et on voit que l'eau dans la ville, on peut activer un métabolisme qui va venir participer du confort urbain, de la nature dans la ville, etc. Ça, c'est l'éolienne, c'est un peu, on aurait aimé une éolienne un peu plus légère, mais ça s'est terminé comme ça. Voilà. Et là, on va un peu plus loin encore, c'est dans les quartiers NPNRU, donc c'est Strasbourg qui est quasiment en périphérie de Paris, à 200 ou 300 km près. Ça, c'est une mission que nous a confiée Strasbourg et l'Agence de l'eau, de travailler dans les quartiers NPNRU, donc c'est les quartiers généralement d'habitat social, et qui font l'objet d'une réhabilitation. Et là, quand on est arrivé, il y avait déjà un projet de faire un grand mail piéton, une grande promenade piétonne, dans lequel les eaux pluviales allaient s'écouler, allaient s'infiltrer, et aller se stocker temporairement en cas de très grosse pluie. Voilà. Et là encore, avec cette volonté de rafraîchir. Et on s'est dit, la difficulté, c'est qu'on n'aura pas cette eau l'été, il faut qu'on trouve une autre eau que ça. Et là, j'aborde un peu le sujet aux eaux pluviales, peut-être qu'on peut rajouter d'autres eaux. Et là, en l'occurrence, il y a une piscine qui est ici, une piscine publique, et on vient récupérer les eaux grises, donc les eaux de renouvellement des eaux de piscine, hein, c'est énorme. On vient les récupérer pour venir hydrater en plein été tout ce mail. Et donc là, on a vraiment un espace vert très rafraîchissant. Voilà, l'idée, hein, c'est qu'on crée cet axe climatique, on va dire rafraîchissant, associé aux ouvrages de désimperméabilisation, de gestion des pluies exceptionnelles. Voilà. Et voilà, alors on avait deux options. On avait soit on récupérait les eaux de la piscine, on les mettait dans un château d'eau, et ensuite ça allait
hydrater les espaces verts. Et on a fait un autre choix. On a dit, ben voilà, on va infiltrer, on va stocker un petit peu les eaux dans un château d'eau, on va les filtrer, puis les infiltrer, et ensuite, l'été, on repompera un petit peu d'eau dans la nappe pour venir hydrater les espaces verts. Et ça, donc, c'est un travail qu'on a fait avec la police de l'eau, avec l'ARS aussi, pour permettre tout ça. Mais vous voyez, on voit bien que on réintègre le grand cycle de l'eau, donc les eaux pluviales dans la ville, mais on associe à ces eaux pluviales des eaux grises, donc du petit cycle de l'eau, pour hydrater ces espaces verts l'été. À savoir que la piscine, c'est très intéressant parce qu'une piscine publique doit évacuer chaque jour entre 30 et 100 litres par usager. Autant dire que l'été, il y a beaucoup d'usagers quand il fait très chaud. Donc on a beaucoup d'eau qui normalement se rejetterait au réseau d'eau usée, que nous, on vient récupérer pour activer les parcs et les espaces verts. Donc vous voyez, c'est en termes de métabolisme, on peut aller assez loin sur ces sujets. Et encore une fois, là, le sujet de ce matin, c'est l'existant. On est dans des quartiers NPNRU, donc c'est l'occasion d'aller très loin. Et encore une fois, pour tous ceux qui sont intéressés, allez voir les agences de l'eau. C'est pas toutes les mêmes en France, mais c'est pas grave, elles ont toutes cette approche. Elles sont très porteuses de ça, elles cherchent ça. Donc c'est très très bien financé. Donc allez-y et voilà, c'est important. Et là, c'est vraiment pour conclure. C'est un peu la même chose. Dans un autre quartier NPNRU, on nous a demandé de réhabiliter une fontaine qui fonctionnait avec de l'eau potable. Donc nous, forcément, on n'a pas du tout cette approche. Donc on s'est dit, ben voilà, on va récupérer, donc la fontaine est là, on va récupérer les eaux pluviales, donc de la voirie, etc. Donc on va gérer les eaux pluviales comme ça nous est demandé. Mais par ailleurs, on va également prendre les eaux des toilettes, les eaux grises. Et puis avec ça, on va avoir des ressources en eau qui vont nous permettre d'activer, c'est pas vraiment une fontaine, mais si quand même, un espace vert qui va être très bien hydraté l'été avec toutes ces eaux, de façon à faire un îlot de fraîcheur. Vous voyez, c'est très lié, encore une fois, gestion des eaux pluviales et rafraîchissement urbain, en se disant, mais en fait, on va trouver de l'eau un peu partout. On va trouver des eaux pluviales, on va trouver aussi des eaux grises, comme je l'ai dit, et puis on va aussi trouver de l'eau de la rosée. Donc c'est aussi un petit peu démonstratif, hein, on va aussi récupérer de l'eau l'été. Ce sera très peu, mais ça va suffire pour hydrater ces espaces et faire en sorte qu'ils soient rafraîchissants. Encore une fois, l'enjeu, hein, c'est avoir de l'eau même l'été. Gérer les pluies exceptionnelles, mais aussi gérer les pluies lorsqu'il y en a très peu. Enfin, gérer les eaux lorsqu'il y en a très peu. Voilà, l'idée, bon, il y a aussi un petit travail en termes de thermique. Et puis l'idée, parce que ça nous était demandé, c'était aussi d'associer la population à ces ouvrages. Et là, c'est de dire, bah, voilà, pour faire monter l'eau, pour qu'elle puisse hydrater les espaces verts, c'est les enfants qui vont sauter sur des matelas d'eau et qui vont propulser l'eau sur le toit, et ce toit va ensuite s'égoutter sur la végétation. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, c'est en conclusion, c'est comment on peut favoriser la désimperméabilisation, gérer les pluies exceptionnelles et produire de la nature. Et puisqu'il ne me reste plus rien, c'est dommage, j'aurais juste voulu parler un petit peu effectivement sur les bâtiments existants. Ouais, sur les bâtiments existants, en particulier pour les crues. Effectivement, c'est plus difficile d'intervenir dessus parce que c'est plus difficile. Néanmoins, on l'a vu avec Saint-Omer, là par exemple, qui a été inondé. Il y a aussi quand même des possibilités de rendre le bâtiment plus résilient en mettant tout ce qui est système électrique dans les étages, en rendant les murs hydrofuges, c'est-à-dire qui supportent l'eau, hein, faire en sorte que même les cloisons en plâtre, eh bien, elles soient étanches à l'eau, hein, par des revêtements particuliers, faire en sorte que les sols ne soient pas forcément de la moquette ou du parquet, mais plus des choses minérales type béton, etc. Enfin bref, on peut sur le bâtiment, puisqu'on ne pourra pas le changer, on ne va pas pouvoir mettre des pilotis dans ce bâtiment, on peut faire en sorte que lorsqu'il y a de l'eau, elle soit le moins dégradant possible. Et ça, c'est un vrai enjeu, quoi. On a bien vu à Saint-Omer, où il y a eu plusieurs inondations à la suite. Quand la population reconstruit le bâtiment, elle le reconstruit à l'identique. Et c'est dommage, quoi. En fait, il faut intégrer, il faut admettre que ça se reproduira. Et donc, il faut rendre le bâtiment résilient. C'est facile à dire, hein, comme ça, un matin devant le café. C'est plus difficile à faire, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette approche, quoi. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Très bien, merci beaucoup Christian. Et donc ça fait en plus le lien avec les questions, puisqu'il y avait
Un questionnement sur ce sujet, notamment dans les immeubles de bureaux, on a souvent du coup des installations techniques qui sont en rez-de-chaussée, voire en sous-sol. Et donc la question c'était, est-ce que c'est faisable de les remonter justement dans les étages pour les protéger et du coup de transformer finalement le rez-de-chaussée, voire le sous-sol en zone de stockage tampon. Est-ce que c'est des dispositifs qui peuvent être mis en place ou... Oui, bien sûr, Oui. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, c'est intéressant l'exposé, euh, le premier exposé. C'est deux logiques, hein. Par exemple, nous, il y a des bâtiments où on a rendu inondables les parkings souterrains. Ils sont inondables en cas de crue de la Seine, parce qu'on a le temps de prévenir. Voilà, c'était des montées lentes, on a le temps d'aller chercher les voitures, les descendre, etc. Par contre, ils ne sont pas du tout inondables en cas de pluie. Pourtant, ce sont bien les mêmes parkings. Mais en cas de pluie, c'est tellement soudain, il ne faut pas que la population aille chercher la voiture. Donc, bien sûr, on peut inonder les parkings, bien sûr, on peut inonder le rez-de-chaussée, mais c'est essentiel de prendre en compte la dynamique de l'eau. À quelle vitesse elle arrive? Est-ce qu'elle est prévisible? Jusqu'à quelle hauteur? Et voilà combien de temps, combien de temps elle va mettre pour s'évacuer. La crue 1910 était en plein hiver, quoi. Est-ce qu'on a envie d'avoir au rez-de-chaussée 2 mètres d'eau froide? Voilà. Donc c'est toutes ces notions. Et une fois qu'on intègre ces notions, je dirais que tout est possible. Très bien. N'hésitez pas à compléter, Marin, si, Non, je suis si tout à vous fait le d'accord avec souhaitez. ce qui vient d'être dit. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, est-ce qu'il existe des guides de bonnes pratiques concernant l'aménagement résilient face au risque inondation? Est-ce que vous en avez en tête? Vous Alors avez moi, beaucoup parlé de l'agence de l'eau Seine-Normandie, ça peut être alors, aussi... pour la gestion des eaux pluviales, agence de l'eau Seine-Normandie, mais toutes les agences de l'eau, euh, il y a aussi le CEREMA qui fait des choses très intéressantes. Il y a aussi une association qui s'appelle Adopta, euh, qui a fait des choses. Euh, Beaucoup de villes, bah, la ville de Paris, dans le plan pluie, il y a des documents qui sont très très bien faits. Voilà. Et pour la prévention des inondations par débordement de cours d'eau, il y a le CEPRI, CEPRI, qui ont fait tout un tas de documents très très intéressants sur l'intégration de l'eau justement dans le bâtiment ou ailleurs. Voilà, bon, c'est ce que je vois. Oui, c'est pris, oui, ce que j'aurais dit aussi. Après, et sur ce qui est plus les bonnes pratiques à adopter dans une sensibilisation, Epicène, j'en ai parlé Ouais, tout à l'heure, ouais. aussi à consulter. Et d'ailleurs, bah, il y a des ressources du CEPRI hébergées sur Epicène. Donc, si vous allez sur leur site, ouais, il y a plein de choses à prendre. Voilà. Et agence de l'eau, là, ouais, c'est plus, on est plus dans l'idée de désimperméabiliser. Et c'est vrai que c'est un financement énorme. Donc, c'est l'agence Eau Seine-Normandie, ici, sur notre territoire. Donc que ce soit aussi si vous avez une grande toiture à végétaliser, une grande cour ou dans l'espace public, ils accompagnent vraiment les projets avec un appui aussi technique. Donc c'est vraiment des partenaires très précieux. Et d'ailleurs, Ecopolis avait organisé un précédent cycle de petits déjeuners techniques sur la gestion des différentes eaux. Donc il y avait eu un épisode sur les eaux pluviales et l'AESN faisait partie des intervenants et avait présenté tout son dispositif d'aide. Donc on pourra vous retransmettre le lien, mais c'est effectivement un bon moyen de s'informer sur la façon dont ils peuvent vous accompagner et les ressources qu'ils proposent. Et je dirais encore plus dans l'existant parce Oui. qu'ils financent très bien la désimperméabilisation des sols. Donc en gros, si vous avez un toit et que vous déconnectez ce toit, si le toit qui allait, dont les eaux pluviales allaient au réseau, si elles arrivent dans une cour et elles s'infiltrent, vous allez avoir entre 30 et 50 euros, pour être un peu vénal, par mètre carré déconnecté. Donc c'est énorme et parfois, euh, c'est énorme et ça finance en partie la végétation des espaces. Donc c'est une clé d'activation très intéressante. Et puis c'est aussi quand même le site Adaptaville, aussi si vous voulez avoir des Oui, fiches solutions. Voilà. Et il y a notamment d'ailleurs certaines solutions que vous avez présentées, Wagon Landscaping notamment, qui sont hébergées sur notre plateforme. Donc ça vous permet aussi d'être inspiré avec des contacts pratiques, souvent pour contacter la personne pour avoir fait auto-expérience ou l'entreprise qui l'a mis en œuvre. Voilà, on essaie de directement mettre en relation les porteurs de projets avec les personnes qui peuvent être intéressées par ces solutions. ok. Alors, on fera une synthèse de toutes les ressources dont vous avez évoquées et puis on les ajoutera sur la page du site d'Ecopolis. Ensuite, on avait plusieurs questions. Alors, je vais essayer de les regrouper pour les traiter ensemble, plutôt sur des aspects réglementaires. Vous avez cité du coup deux exemples. Un exemple d'éolienne qui permet de remonter la nappe
Est-ce que ça a fait l'objet d'une procédure au titre du Code de l'environnement? Et l'autre question, c'est sur la récupération des eaux grises pour la piscine. Est-ce qu'il y a eu besoin d'une autorisation avec la police de l'eau? Est-ce que du coup, c'est des dispositifs qui sont complexes à mettre en place d'un point de vue réglementaire, ou est-ce que Alors oui et non. Enfin, c'est pas des freins? alors c'est un peu long à répondre. Oui et non. Pourquoi oui? Parce que réglementairement, c'est pas toujours autorisé. Non, parce que c'est en train d'évoluer très très vite sur ces sujets. Donc là, en l'occurrence, il y a des décrets qui vont sortir dans quelques semaines, je dirais, qui facilitent beaucoup plus cette approche. En fait, la difficulté, elle est d'être autorisé à récupérer des eaux en période de stress hydrique pour arroser, puisque généralement, c'est interdit d'arroser à ce moment-là. Et nous, tout l'enjeu, c'est faire en sorte qu'on soit autorisé. Donc là, l'idée, et c'est là où il faut qu'il y ait un lien assez immédiat avec les agences ARS, agences régionales de santé, et les polices de l'eau. Et là, c'était le cas, on a travaillé avec eux pour qu'ils comprennent bien la démarche. Notre démarche, c'est de dire on va recharger la nappe toute l'année, toute l'année, toute l'année, toute l'année. Voilà, on va pas envoyer les eaux au réseau. Donc on va recharger la nappe. Autorisez-nous, en période de stress hydrique, de reprendre une toute petite partie de l'eau. Parfois, c'est 1/20. À Strasbourg, c'est 1/20 de ce qu'on a infiltré en période de stress hydrique pour hydrater les espaces verts de façon économe, mais quand même que ça produise de la fraîcheur, parce que ça a aussi une fonction sanitaire dans les quartiers NPNRU. C'est important de rafraîchir. Donc c'est cette notion-là qui n'est pas évidente, parce que techniquement, c'est évident que c'est une bonne chose. Politiquement, c'est difficile de dire, bah oui, autorisé pendant qu'on aura... Enfin, vous êtes autorisé à arroser, alors que tout le monde autour, c'est interdit. Donc politiquement, c'est pas facile à admettre. Donc c'est ce sujet-là qui est un peu plus complexe. Mais en tout cas, à Strasbourg, ça fonctionne très bien. Et on est en train de multiplier sur les piscines ces approches, quoi. Et les pouvoirs publics ont porté la chose, quoi. Agence de l'eau également, d'ailleurs. Ok, et donc peut-être une dernière question pour finir. Du coup, toutes vos présentations, elles ont quand même mis pas mal l'accent sur le fait que le sujet eau, finalement, il embarque plein d'autres thématiques. Absolument. Moi, j'avais envie aussi de vous poser une question sur le volet entretien et lien avec les usagers. En fait, pendant l'événement inaugural du cycle réhabilité, un des intervenants a pointé du doigt le fait que si on végétalise davantage la ville, à la fois pour gérer les sujets d'ICU, mais aussi de gestion des eaux pluviales, ça va nécessiter en fait finalement d'augmenter l'entretien de ces espaces, à la fois aussi pour qu'ils puissent résister aux différents épisodes climatiques, etc. Et il a ouvert la porte justement par exemple à ce qu'on implique davantage les usagers, en allant aussi encore plus loin en disant on pourrait par exemple réduire le temps de travail à 4 jours par semaine, et un jour par semaine tout le monde finalement contribue à être un peu un jardinier citadin. Super, Est-ce que c'est des sujets que vous voyez dans les projets qui sont de plus en plus présents, ou comment c'est traité? Est-ce que c'est des solutions que vous trouvez pertinentes? Oui, à Paris, ils avaient mis en place le permis de végétaliser, par exemple. Donc c'était un petit groupe de voisins, de copropriétaires, qui pouvaient demander à la ville le permis de végétaliser un petit espace dans l'espace public. C'était souvent un pied d'arbre. Et donc ils avaient la charge derrière de l'entretenir au quotidien. Il y avait aussi les jardins partagés, où là c'est un peu la même idée, c'est une petite asso ou un petit groupe de voisins qui va entretenir ce jardin, le cultiver, parfois ça produit de l'agriculture urbaine. Donc c'est quelque chose qui est testé à Paris, qui est toujours assez compliqué, forcément parce que ça reste des petits groupes fragiles, donc quand il s'agit de bien entretenir, ce qui n'est pas si facile d'entretenir correctement un espace vert dans le temps, ça demandait quelques réajustements de ce dispositif. Et parfois, ça demande quand même un suivi de la collectivité, c'est assez compliqué de complètement délaisser la gestion sans avoir de contrôle derrière. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui a été expérimenté, que la ville de Paris continue à faire et à améliorer. Donc oui, c'est une idée intéressante, et il y a déjà des initiatives qui commencent. Alors bon, moi c'est beaucoup moins poétique comme réponse, mais en fait on voit bien que la gestion de l'eau, elle est passée du domaine de l'assainissement au domaine des espaces verts. Donc il me semble, et en faisant ça, on économise beaucoup en termes d'infrastructures liées à l'eau. Donc c'est aussi en termes de gouvernance, faire en sorte qu'il y ait un transfert des fonds, d'une part des fonds qui va à l'assainissement, à celui des espaces verts. Et je pense d'un point de vue économique, on y gagnera de toute façon. Et voilà, donc il y a certaines collectivités comme Asnières où ils ont fait ce travail,
mais c'est pas partout, quoi. Donc effectivement, les espaces verts ont tendance à dire bah, vous allez donner plus de travail à effectif égal, et l'assainissement, dans ce cas-là, ne dit rien. Mais c'est là où il y a un vrai sujet, comment cette politique en mutation se traduit également d'un point de vue financier. Oui, oui, tout à fait. C'est aussi un point que je voulais aborder. Lorsque vous déconnectez un espace des réseaux d'assainissement, bah, vous faites des économies. C'est qu'en fait, avoir tout le réseau d'infrastructure qui doit connecter au réseau d'assainissement votre parking, bah, ça a un coût. C'est un coût d'installation, ce que fait vos parkings, c'est un coût d'entretien. Et en effet, toutes choses considérées, parfois, bah, on économise à complètement désimperméabiliser et renaturer une zone. Donc c'est quelque chose. Faut pas toujours faire ça comme un coût. Des fois, c'est juste un déplacement des coûts. Mais globalement, on peut faire des économies. Mais on le voit bien, les agences de l'eau, pourquoi elles financent la désimperméabilisation? Parce que c'est pour elles des économies en termes de réseau et surtout de stations d'épuration, quoi. Donc Aussi, cette oui. économie-là, c'est là l'intelligence de l'agence de l'eau. Cette économie, elle le transfère sur l'aménagement des espaces verts. Donc c'est là, c'est intéressant. Effectivement, dans la gestion, il faut y arriver à faire que dans les services municipaux en général, on retrouve cette même logique, quoi. Et si en plus, quand vous prenez dans le calcul des coûts, les dommages créés par inondation, par ruissellement par exemple, bah là vous êtes encore plus gagnant. Bien sûr, voilà. Absolument. Très bien, merci beaucoup. Et peut-être, on avait cité les sources, j'y ai pensé aussi, il y a l'Observatoire de l'immobilier durable, Oui. qui fait notamment développer l'outil Batadapt, qui va avoir une petite checklist pour savoir si son bâtiment est résilient. Donc aussi voilà un bon moyen commencer à aborder le sujet sur est-ce qu'on est bien préparé face aux risques d'inondation. Très bien, merci Marin. Donc on va devoir clôturer ce petit déjeuner technique. Du coup, je tiens à remercier Marin et Christian d'avoir été parmi Avec nous plaisir. ce matin et Merci à pour vos témoignages. Je remercie également Camille, Nicolas et Thomas, mes collègues qui m'ont aidé à organiser cet événement. Et du coup, je vous donne rendez-vous le 1er mars et le 5 avril pour les 2 prochains petits déjeuners techniques. Le premier abordera le risque sécheresse, retrait, gonflement des argiles et le dernier, le risque chaleur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.